définir un cadre conceptuel pour justement rappeler un peu comment on est arrivé au PM101 et au PM102. Et le PM100, si on commence, dans les années 90, on a eu les réflexions faites pour les et les filières agricoles, et en intensifiant le soutien nécessaire aux producteurs locaux. C'est à la fois une responsabilité et un devoir pour nous tous, j'ai eu à le dire, en tant que responsables des politiques publiques et sectorielles et acteurs de changement positif et du développement durable, de construire et renforcer des systèmes alimentaires pour nourrir durablement et sainement les populations. On est bien conscient du rôle à jouer par les 3 ministères clés, alors les ministères impliqués directement dans la mise en œuvre de ce programme, notamment le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère des Travaux publics. Bref, beaucoup d'espoirs, si vous voulez, sont fondés sur la mise en œuvre du PM102. Plus précisément, dans l'implémentation de l'approche intersectorielle et la stratégie de graduation. Nous lançons aujourd'hui officiellement la deuxième phase du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette phase 2, financée à hauteur de 37,1 millions d'euros, eh bien, ce programme viendra renforcer les acquis, viendra renforcer les efforts conjoints en faveur d'une situation alimentaire et nutritionnelle dans le pays, notamment dans les zones ciblées. La population des zones cibles attend beaucoup du programme. Les agriculteurs, les familles vulnérables, les jeunes entrepreneurs du secteur agroalimentaire comptent sur nous en vue de mettre en œuvre des activités concrètes et efficaces. C'est pour nous un impératif de travailler ensemble. Et qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse des partenaires techniques et financiers, qu'il s'agisse des organisations locales et les bénéficiaires pour assurer une mise en œuvre fluide et efficiente du programme. Je ne voudrais pas m'arrêter ici en vous rappelant, je viens de le dire, nous devons construire notre destin. Oui, il nous faut nous mettre à la tâche. Chacun de nous ici présents a cette lourde et noble responsabilité. Mais je terminerai mes propos en vous disant que nous devons nous tourner vers ces gens qui chaque jour, au dos, se mettent, en tout cas travaillent ardument. Nos agriculteurs, nos paysans, nos micro-entrepreneurs, chaque jour ils sont à la brèche. Mais nous autres, nous devons leur tendre la main. Nous devons travailler avec eux. Parce que leur avenir, notre avenir, dépendent de la cohésion, de la synergie, de la complémentarité entre chacun de nous. Et je voudrais terminer pour dire à l'ambassadeur que nous apprécions vivement, que nous saluons vivement les efforts de l'Union européenne. Et nous venons bien sûr d'intercepter tous les conseils que vous venez de nous prodiguer. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je vous dis que nous avons la responsabilité de travailler pour notre pays. Nous avons la responsabilité de construire notre avenir. Nous seuls sommes responsables de notre avenir. Et je ne veux pas, bien sûr, laisser passer cette occasion sans saluer l'effort de l'ordonnateur du bureau, du bon monsieur, évidemment, lorsqu'il fut ministre d'un gouvernement auquel je faisais partie, je fus secrétaire d'État. Et il a toujours été un monsieur spécial. Il a toujours été, d'ailleurs, c'était au niveau du ministère des Affaires sociales. C'est un monsieur qui a été toujours sensible aux préoccupations, qui a toujours été sensible aux problèmes confrontés par
les gens qui vivent dans une pauvreté extrême. Et aujourd'hui, je prends la responsabilité, Monsieur le ministre, de vous remercier. Et je vous invite à continuer l'œuvre. Et je ne veux pas m'improviser pasteur, ce n'est pas le moment, mais je veux vous dire tout simplement que chacun de nous a une responsabilité, je viens de le dire. Mais il y a un monsieur que jamais j'oublierai. C'est un grand homme d'État qui eut à dire, un grand homme d'État de Madagascar, répondant au nom de Jacques Rabé Manandjara, qui eut à dire, un peuple ne mérite l'honneur des peuples. Un homme n'atteint la plénitude de sa grandeur d'homme qu'à partir du moment où il perçoit clairement et le sens et la pesée de sa contribution à l'évolution de l'espèce. Sur ce, je vous remercie. Nous avons foi en notre courage et la volonté inébranlable de gagner, comme Robin Chamin a dit dans son bouquin. Je vous assure que la victoire ne nous sera pas refusée. Alors, monsieur le chef de file de la délégation, le chef de la délégation de l'Union européenne, monsieur l'ordonnateur national, monsieur le représentant résident de la FAO, monsieur le représentant de la FAFD, mesdames, messieurs, les directeurs techniques, les directeurs départementaux, le cadre des institutions nationales, messieurs les hauts cadres du bureau de l'ordonnateur national, mesdames, messieurs, alors je m'arrête ici de citer pour ne pas oublier monsieur le secteur, une seule personne, je m'arrête ici et j'oriente mes félicitations, mes remerciements à vous tous ici présents. Et je salue les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais exprimer mon profond sentiment de responsabilité pour marquer officiellement le lancement de la phase 2 du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle du 11e FED de l'Union européenne en Haïti. Je dois avouer que cet événement revêt une importance capitale pour notre pays, qui continue de faire face à des défis majeurs en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Je voudrais en profiter pour remercier d'une façon spéciale l'Union européenne, à travers l'ambassadeur M. Stefano Gatto, pour son engagement ferme et constant en faveur d'une coopération fructueuse avec Haïti. Le partenariat avec l'Union européenne n'est pas nouveau. Il s'inscrit dans une tradition fondée sur des valeurs communes et une volonté partagée d'améliorer les conditions de vie des différentes communautés nationales. Mes remerciements et ceux du gouvernement auquel je fais partie se prolongent également vers les acteurs présents qui sont présents ici. Je veux parler des autorités locales. Je veux parler du maire adjoint de la commune du Cap-Haïtien, les représentants des opérateurs chargés de la mise en œuvre ainsi que les représentants des organisations locales et internationales appelées à collaborer pour atteindre tous les résultats ambitieux de ce programme.
Mesdames, Messieurs, le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle est de fait une approche novatrice qui tient compte simultanément des différentes dimensions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à savoir les disponibilités alimentaires, l'accessibilité alimentaire et la santé nutritionnelle. Ce programme ouvre la voie à l'implémentation des initiatives intersectorielles à effet multiplicateur économique, sociaux et environnementaux substantiels. Du côté économique, il va s'agir de propulser d'une part le soutien d'activités génératrices de revenus orientées vers des bénéficiaires afin d'améliorer leur capacité financière pour l'accès à la nourriture et à leur résilience. Et d'autre part, le développement de filières de production, transformation et commercialisation agricole. Du côté social, il conviendra inexorablement de se pencher sur la situation des populations les plus vulnérables dans les zones d'intervention ciblées en privilégiant, bien sûr, des actions directes à haut impact nutritionnel. Il sera aussi question de sensibiliser les populations cibles aux bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles. Et du côté environnemental, il sera question d'adresser la problématique de la gestion durable des ressources naturelles à travers une approche territorialisée, jumelée à la gestion intégrée des bassins versants, où interviennent des utilisateurs de ressources locales de manière inclusive. Alors, mesdames et messieurs, le problème de l'insécurité alimentaire en Haïti est grave et triste, selon des données publiées, vous devez le savoir, bien sûr, publiées par la Coordination nationale de sécurité alimentaire. 5,4 millions de personnes, soit 48% de la population, en sont fortement affectées entre mai 2024 et février 2025. Il s'agit là non seulement d'une situation écœurante et inacceptable, mais d'une grande menace pour la santé des populations et le développement durable du pays. Malgré ce constat alarmant, le pays dispose d'un potentiel agricole extraordinaire, un potentiel agricole considérable. Il y a des terres fertiles, il y a des microclimats favorables, il y a environ 1 million d'exploitants agricoles pour le moins résilients. Grâce à ces atouts, il est possible d'améliorer la situation alimentaire de la population. Monsieur le chef de la délégation du gouvernement Haïti, Stéphano, Monsieur le maire adjoint, Jean-Louis Blanc, Monsieur le représentant de la FAO, Monsieur le représentant de la FD, Mesdames et Messieurs les points focaux des ministères, Mesdames et Messieurs les directions départementaux, cadres, ici présents, Mesdames et Messieurs les partenaires d'expertise France, GRET, ID, Action Allemande, Mesdames et Messieurs, les représentants de la presse parlée, écrite, télévisée, surtout en ligne, Mesdames, Messieurs. J'éprouve ce matin un réel plaisir de participer avec vous aujourd'hui au lancement de la phase 2 du programme multisectoriel de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce programme, fruit d'un partenariat essentiel entre l'État haïtien et l'Union européenne, témoigne de notre engagement commun à lutter contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui touche encore trop nos concitoyens. Grâce à un financement de 37,1 millions d'euros sur le 11e Fonds européen de développement, nous renforçons notre action en faveur des populations les plus vulnérables. Après la signature de la Convention en décembre 2021 et son renforcement en juillet 2024, nous concentrons nos efforts sur les régions du Haut-Artibonite, du Nord-Ouest, du Nord-Est et de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, où les besoins sont les plus urgents.
Le PMSAN repose sur une collaboration intersectorielle entre plusieurs ministères et partenaires afin de 1. Renforcer la production agricole durable, 2. Améliorer l'état nutritionnel de la population et 3. Faciliter l'accès aux infrastructures agricoles et alimentaires. Des actions concrètes pour un impact durable sur la réhabilitation des systèmes d'irrigation et des routes agricoles, l'aménagement des bassins versants, le soutien aux éleveurs et aux pêcheurs et à la modernisation des unités de transformation des produits agricoles. La mise en œuvre de ces actions sera assurée par trois acteurs, comme l'a dit les intervenants précédemment: International ASA pour l'assistance technique, Expertise France et ses partenaires pour la gestion des subventions, garantissant ainsi une exécution efficace et coordonnée. Les résultats obtenus lors de la première phase confirment que nous sommes sur la bonne voie. Comme nous avons une meilleure coordination entre les secteurs, une valorisation des échanges et du leadership local, et des avancées significatives dans la lutte contre l'insécurité alimentaire a été constatée. Mais nous devons aller encore plus loin. Face à la faim et à la précarité, nous avons le devoir d'unir nos forces pour soulager la souffrance de nos concitoyens. Ce combat ne peut être gagné que par un engagement collectif et déterminé. Nous se trouvons dans la vidéo PMSAN 1 et j'ai pris plaisir à revoir les visages qui sont dans cette salle et qui étaient sur place, énergie, physique, pour accompagner la population. Pour non seulement leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas abandonnés, qu'en dépit du soutien que nous avons, et nous sommes effectivement extrêmement reconnaissants envers l'ailleurs, et notamment et surtout l'Union européenne qui nous accompagne sans relâche, malgré les difficultés, mais qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils existent, ils sont là, nous les accompagnons et nous avons un engagement de les accompagner. Au-delà de l'action de l'accompagnement financier, au-delà de l'accompagnement, comme l'a expliqué Curtis tout à l'heure, sur ce que nous allons avoir de concret dans la construction même d'infrastructures qui vont pouvoir améliorer la capacité de production de la population. Mais votre présence à travers ce programme est aussi un vecteur et un levier qui puisse leur faire comprendre aussi que dans l'engagement et dans l'entente et dans la coordination, nous pouvons construire un nouveau pays. Que nous pouvons être aussi un modèle pour changer les choses. Il faut que dans la noirceur de la situation que vit la capitale haïtienne, que au moins des étincelles d'espoir puissent naître à travers tout ce que nous avons comme opportunité pour faire comprendre aussi quelque part qu'Haïti ne va pas mourir, ne peut pas mourir. Et qu'en réalité, si nous avons eu la République de Port-au-Prince avec ses tares et ses défauts qui ont conduit à effectivement la fermeture de certains ports, aéroports, d'autres villes phares de la République d'Haïti, nous avons l'opportunité aujourd'hui de faire autrement. Et ce programme arrive à point nommé après avoir, avec satisfaction, je vous remercie, travaillé sans au-delà du 8 mois pour parvenir au résultat du jour, qui est le lancement, une première étape parmi d'autres, comme l'a expliqué à l'intérieur plus tôt, et que c'est un vecteur que nous avons pour que ces zones, comme les différents départements, et surtout le Nord, monsieur le maire, qui aura aussi à bénéficier des actions qui vont être entreprises à travers ces départements en termes d'interaction économique, qu'il n'y a pas de zone oubliée. La sécurité reste de une priorité nationale, mais encore faut-il que nos concitoyens qui, pendant trop longtemps, souffrent et souffrent encore des maux liés à l'insécurité alimentaire, savent qu'ils sont accompagnés et que nous tenons compte de leur souffrance et aucun effort ne sera ménagé pour assouplir leur situation. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude une nouvelle fois à l'Union européenne, au ministère et à tous nos partenaires pour leur soutien indéfectible. Ensemble, avançons avec détermination vers une Haïti plus forte, plus résiliente et plus prospère. Merci à tous. Bonjour, plaisir d'être avec vous. Des impressions aux autorités et à vous tous. Comme on a eu plusieurs discours, moi j'ai commencé, si vous me permettez, par une blague que je revienne et après je vais passer à quelque chose de plus sérieux. Je reviens au moment de la difficulté avec les hymnes nationaux.
Alors, les hymnes nationaux, bon, la technologie aide jusqu'au moment où elle cesse d'être. Donc, les hymnes n'ont pas vraiment sonné comme on était censé. On avait censé imaginer. Mais bon, là, vous les Haïtiens, vous avez bien répondu présent et vous avez chanté à vive voix. Et donc, vous devez savoir que nous, les quelques peuples européens qui nous... Et donc, là aussi, donc, les deux euros de ce matin, ça m'a fait penser à c'est provisoire 1 0. Mais là, l'important, c'est donc avec ce projet, qu'en fait, c'est 1 0. En fait, il n'y a pas quelqu'un qui gagne ou qui perd, parce que là, c'est les peuples européens et haïtiens qui s'unissent dans cette entreprise fondamentale pour l'avenir de ce pays et de l'humanité, qui est la nutrition. C'est pas, je ne vais pas répéter les activités, je ne vais pas répéter les points qu'on a déjà fait, mais je vais vous signaler, faire peut-être des réflexions, quelques courtes réflexions sur les raisons pour lesquelles on a décidé d'insister sur ce programme. Alors, nous savons tous que la relation entre la nutrition, la production agricole, donc la bonne nutrition, la jeunesse, l'éducation sont des composantes essentielles pour l'avenir d'un pays. Un pays où les enfants ne sont pas bien nourris ou pas suffisamment, il y a trop d'enfants qui ne sont pas suffisamment nourris, c'est un pays qui aura des enfants qui ne seront pas capables d'absorber les connaissances essentielles pour devenir des adultes actifs et entrepreneurs au service de leur pays. Et donc, si nous pensons à des taux de 30%, ça veut dire qu'on est en train de sacrifier un enfant sur 3, le condamner à ne pas pouvoir être en condition de contribuer suffisamment au développement de sa famille, de sa communauté, Ça, c'est valable au niveau mondial. On a eu des bonnes expériences au niveau international. On a vu dans plusieurs pays que cette flux a été disons, contrôlé, mais normalement, c'est par les biais d'un important processus de développement économique. Donc là, quand l'économie commence à s'accroître de façon importante, les conditions économiques s'améliorent, donc les familles peuvent mieux s'alimenter. Ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois avec davantage d'argent, ça ne va pas bien. Mais quand même, il y a une composante très importante de politique publique. Donc moi, je dis toujours, quand on nous demande la coopération, qu'est-ce qu'elle fait l'Union européenne, pourquoi l'Union européenne n'est pas présente, pourquoi l'Union européenne fait plus, ou pourquoi l'Union européenne fait quelque chose, parce que la question peut être la contraire. Et moi, je dis toujours que la coopération internationale est tout simplement une aide qui n'est pas tellement financière, qui n'est pas tellement liée à des résultats immédiats, mais c'est l'occasion pour enchaîner une politique publique virtuelle bien faite qui reprend les expériences internationales, les expériences des phases précédentes qui deviennent donc des politiques publiques. Donc pour cette raison, ça fait une dizaine d'années qu'on a investi dans la sécurité alimentaire en Haïti. On voudrait être présent au niveau de tous les pays, mais avec les ressources d'un projet, on ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'on fait des phases pilotes. La première phase, elle a œuvré dans les départements que vous avez vus. On a un peu élargi. À ce moment, on a introduit des nouvelles zones. Évidemment, elles sont définies à partir de certaines statistiques. On sait que ces statistiques ne sont pas parfaites, donc il faudra un peu revoir ces aspects-là. Mais l'important, ce n'est pas ce que l'Union européenne ou un autre peut faire. L'important, c'est que ceux qui restent au niveau d'enseignement, ceux qui restent au niveau d'activité, ceux qui restent au niveau des bonnes pratiques, et ceux qui deviennent donc politiques publiques. Donc la perspective vraiment de cette deuxième phase, la première phase était suffisamment bien réussie pour imaginer une deuxième qui est importante. 37 millions, ce n'est pas des cacahuètes, c'est beaucoup d'argent en fait. Si vous tenez compte de la difficulté à libérer des fonds dans le domaine de la coopération internationale. Donc, on est obligé à réussir avec cette deuxième phase. On est obligé à sortir les mieux. Vous avez fait du bon travail dans la première phase. Là, il y a deux composantes très importantes. Donc, il y a les activités sur le terrain, mais aussi l'articulation des activités au niveau départemental et local. La coopération en Haïti, on a vu clairement qu'à cause de certaines difficultés de gouvernance au niveau d'État, c'est crucial qu'il s'articule bien au niveau
des communes et des départements. Parce qu'il y a une certaine difficulté à pouvoir transmettre les fonds et les connaissances de l'État central. Vous savez que hier même, on a autorisé comme Union européenne un décaissement de 20 millions d'euros pour l'État central, pour ce qui est de la protection sociale. C'est une autre chose, c'est une autre action, n'a rien à voir. C'est exactement le contraire de ça. C'est-à-dire ici, c'est une grande coopération entre plusieurs. D'ailleurs, je reviens au football. Quand j'ai vu là les schémas que notre ami de l'AFD nous a dit que bon, le schéma est très clair. Moi, je dis oui, c'est très clair, mais c'est aussi complexe. Et il a dit oui, il y a un bon meneur de jeu. Il y a un maître d'ouvrage. Alors, je pense à mon équipe qui cette année, elle est très mauvaise, la Juventus de Turin. On perd un match sur 2. Et chaque semaine, chaque fois qu'on est déçu, hier, on a perdu un match actif, vous ne savez pas. J'étais là dans ma chambre, écouter perdre les pires matchs de l'année contre les derniers au classement. Et on a été éliminés. Alors, chaque fois, nous. Le chef de la délégation de l'Union européenne nous mettez-nous à l'esprit les propos de notre célèbre qui a écrit un bouquin extraordinaire titré L'homme qui vendit sa Ferrari. À travers les lignes de son bouquin, je pense que chacun de nous ici présent a l'obligation d'apporter sa contribution à l'œuvre dont nous parlons ce matin. Je veux parler du programme multisectoriel PM102 portant sur la sécurité alimentaire. Et avant même de vous saluer, je dois vous dire que chaque homme, chaque femme, chaque paysan, chaque producteur haïtien doivent savoir que nous devrions impérativement nous mettre à la tâche. Et en me référant, comme je vous l'ai dit tantôt, à ce bouquin célèbre de Chami de Robin Chami, je crois que nous sommes obligés, nous sommes condamnés à construire notre destin. Nous avons bien sûr, nous avons besoin de l'assistance technique, de l'assistance financière. Nous avons besoin de collaborer avec nos partenaires techniques. Mais l'effort doit venir de nous d'abord. Et je vous assure que